Et on se retrouve donc dans Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à l'obligation de soutien financier de parents à enfants ou d'enfants à parents. Personne n'est à l'abri de se retrouver en détresse financière un jour. Divorce, décès, perte d'emploi ou encore accident de la vie. Si la famille de la personne à aider ne prend pas le relais mécaniquement, le Code civil prévoit des obligations de soutien financier. Parents, beaux-parents ou encore grands-parents, on va se demander aujourd'hui qui est concerné par ces obligations de soutien financier et dans quelles conditions. Est-ce que cette obligation dite alimentaire peut donner lieu à des avantages fiscaux? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et Thibaut Rouleau-Dugage, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, Thibaut Rouleau-Dugage, pourriez-vous nous rappeler quelles sont les sources de la solidarité familiale? Oui, alors, merci pour cette introduction. Alors les sources de la solidarité familiale sont multiples. Et ce qu'il faut bien avoir en tête déjà, c'est que la solidarité familiale ne relève pas que de la générosité du cœur. Elle est encadrée par la loi qui institue deux obligations, une obligation alimentaire et une obligation d'entretien de la part des parents envers les enfants. Voilà. Mais à côté de ces obligations du coup qui sont légales, il y a aussi une quantité d'outils à disposition pour secourir ces enfants, pour les aider, que ce soit en capital, que ce soit en les dotant de revenus avec des donations, par exemple, de biens qui seraient frugifères pour les aider à financer leur train de vie. Voilà. Alors, plus largement, Nathalie Couzigou-Suas, qu'est-ce qui est encadré par la loi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais c'est très important ce que dit Thibaut, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait une obligation alimentaire prévue, il faut qu'il y ait un texte. C'est-à-dire s'il n'y a pas de texte, on ne peut pas contraindre quelqu'un indépendamment de son cœur. Bien sûr, on peut toujours laisser parler son cœur quand on le peut. S'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'obligation alimentaire. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on a souvent ce genre de demande. Par exemple, entre frères et sœurs, il n'y a pas d'obligation alimentaire, chère Pauline. De même qu'entre concubins. Ça peut paraître étonnant, même s'il y a des enfants, l'obligation alimentaire sera dirigée au profit des enfants, mais pour la personne que l'on appelle le concubin ou la concubine, il n'y a pas d'aide directe entre eux, non plus entre le partenaire pacsé quand la vie commune a cessé. Donc c'est vraiment encadré par un texte. Celle qu'on connaît, mais qui s'exécute, c'est souvent l'obligation alimentaire entre époux, qui est prévue par le Code civil, alors bien sûr dont on n'entend pas parler quand tout se passe bien, et qui arrive quand malheureusement le couple se sépare. Le juge aux affaires familiales peut être tenu d'obliger, peut obliger l'un des époux à verser une pension alimentaire pendant l'instant sans divorce, et puis après, dès que le divorce est définitif, il n'y a plus de pension alimentaire entre conjoints divorcés. En revanche, il peut y avoir ce qu'on appelle une prestation compensatoire. Mais l'obligation alimentaire qu'on connaît le plus, c'est souvent celle entre parents et enfants, ou aussi, Pauline, quand malheureusement les parents sont dépendants et sont obligés de solliciter une aide de leurs enfants ou leurs petits-enfants à l'infini. Alors, on va commencer par l'obligation de parents à enfants. Nathalie Couzigou-Suas, quelles sont les obligations financières des parents envers leurs enfants? Les obligations financières des parents et envers leurs enfants, c'est une obligation d'assistance, d'éducation et d'entretien, c'est-à-dire leur assurer un toit, de quoi manger, une éducation. Donc c'est vraiment une obligation alimentaire qui semble naturelle, mais qui malheureusement, quand le lien s'est distendu, peut être mise en œuvre par le juge. C'est-à-dire qu'on va souvent être confronté soit à des parents qui ont besoin d'une aide alimentaire pour les enfants qui vivent avec eux, parce que l'autre parent est parti, ou aussi les enfants qui peuvent la demander parce qu'ils n'ont pas de ressources après leur majorité. Donc c'est souvent ce qu'on voit. Et l'aide d'entretien entre parents et enfants ne cesse pas après la majorité des enfants. C'est-à-dire que si les enfants font des études, ils sont légitimes à solliciter une aide alimentaire de leurs parents. Alors Thibaut Rouleau-Dugage, à hauteur de combien les parents doivent-ils subvenir aux besoins de leurs enfants? Alors, il n'y a pas de montant défini. Ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre d'abord des ressources du débiteur, donc du parent, et des besoins de l'enfant. Et donc ça va dépendre de ces deux points-là, sachant le juge va prendre en compte évidemment tous les revenus des deux parties,
que ce soit les revenus d'activité, les salaires, que ce soit des revenus passifs, du capital, etc. Et puis les besoins de l'enfant, évidemment, ça va dépendre des familles, ça va dépendre du contexte familial, ça va dépendre où habite l'enfant, etc. Donc, on a un barème qui est purement indicatif, qui est fixé par la loi. Mais il n'est qu'indicatif. Encore une fois, ça va se régler au cas par cas en fonction des besoins de l'enfant et des ressources du débiteur. Et comment on la met en place, cette obligation de soutien financier, Thibault ? Alors, idéalement, ça se met en place, quand tout va bien, par convention entre les parents. À l'amiable, entre guillemets. À l'amiable, voilà. Ceci dit, notamment en cas de divorce, par exemple, on peut avoir besoin de recourir au juge des affaires familiales, du coup, qui va fixer, en fonction de ces différents critères, le montant de la pension qui sera versé aux parents dans le besoin. Nathalie Couzigou-Suez, est-ce que le parent peut-il échapper à la pension ? Et si c'est possible, dans quel cas ? Alors, très difficilement. On verra, c'est l'enfant qui peut échapper à la pension, mais le parent, a priori, il ne peut pas échapper à la pension, et sauf, bien évidemment, s'il démontre que son enfant se complaît un peu dans l'oisiveté, c'est-à-dire l'enfant peut-être qui, sans jugement de valeur, qui multiplierait les formations, peut-être pour allonger excessivement les études. Donc là, le parent, effectivement contributeur ou actionné auprès du juge d'affaires familiales, parce que c'est de lui dont il s'agit, pourrait dire, écoutez, moi je trouve là qu'il y a peut-être des limites aux très longues études ou à l'inactivité. Donc c'est pas l'oisiveté ou l'absence de revenus. Si on peut avoir des revenus, le juge ne fixera pas de pension alimentaire. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un état de besoin, et c'est fixé, comme le dit Thibault, en fonction des ressources du débiteur. Donc on va regarder aussi, peut-être que lui aussi, le débiteur, il a une autre famille, il a peut-être aussi des parents à prendre en charge. Tout ça, ça va être vérifié par le juge. Et si allez-y, Thibault. Je voulais compléter du coup ce que disait Nathalie, qui est très intéressant, parce qu'effectivement, le juge a une approche qui est assez stricte, et parce qu'on pourrait se dire, pour échapper à mon devoir de pension, je vais réduire mes revenus au maximum, etc. Mais l'approche du juge est stricte et pragmatique, et il pourrait très bien prendre en compte les revenus qui auraient pu être générés, par exemple, d'une gestion utile du patrimoine. Voilà, c'est pas parce que j'ai des biens immobiliers, mais que je mets pas en location, que je suis démuni. Si je les mettais en location, si j'avais une gestion intelligente, utile et de bon père de famille, j'aurais des revenus. Donc, je vais pas pouvoir m'affranchir de cette manière de mon obligation. Et Thibault Rouleau-Dugage, si jamais le parent ne peut vraiment pas payer, ou Nathalie Couzigou-Suez, comment ça va se passer ? Il y a des procédures d'exécution. Dès lors qu'il y a un jugement rendu par le juge d'affaires familiales, on dit qu'il a force exécutoire. Ça veut dire qu'on peut aller voir un huissier et faire saisir la personne. Voilà. Donc effectivement, si la personne est complètement démunie, impécunieuse, on ne pourra pas la saisir. Alors en revanche, l'obligation alimentaire fixée par le juge, elle peut toujours être révisée. S'il y a un changement dans votre situation, vous pouvez revenir voir le juge, un changement de salaire, en disant voilà, j'ai eu un enfant dans mon nouveau foyer et donc ça restreint mes capacités contributives. C'est toujours révisable. Donc, on vient de détailler l'obligation de soutien financier de parents à enfants, mais il existe également le soutien financier à l'inverse de l'enfant aux parents. Thibault Rouleau-Dugage, est-ce qu'on est obligé d'aider ses parents dans le besoin ? Alors, déjà, on ne parle pas de la même obligation. Parents-enfants, on parle d'une obligation d'entretien qui est plus large que la simple obligation alimentaire qu'il y a enfant-parent. L'obligation d'entretien parent-enfant, c'est une obligation qui vise à pourvoir aux besoins vitaux, mais également à l'éducation au sens large. L'obligation enfant-parent, elle est plus limitée, elle est limitée aux aliments. Alors, ce qu'on appelle les aliments, c'est évidemment la nourriture, mais c'est aussi les vêtements, c'est aussi le logement, etc. Le chauffage, tout pour bien vivre correctement, en fait. Oui. Okay. Voilà. Mais ça reste plus restreint que l'obligation d'entretien parent-enfant. Elle est calculée exactement de la même manière. De la même manière que pour que parents-enfants. Là, on va prendre en compte les ressources du débiteur, les besoins du créancier, et ça sera également fixé par le juge au cas par cas. Nathalie, est-ce que cette obligation s'applique aussi aux beaux-parents ?
Oui, tout à fait. Tant que le lien qui met le lien de filiation est toujours vivace. Mais alors, ce qui est assez intéressant, et ça, il faut bien que nos auditeurs le comprennent, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'un parent pourrait fort bien demander à l'un seul de ses enfants, voire à des petits-enfants. C'est-à-dire qu'il peut attraire concrètement celui qu'il souhaite. Donc, si le juge considère qu'il a des ressources nécessaires, c'est cette personne-là qui sera peut-être tenue de l'intégralité de l'obligation alimentaire. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée en tant que parent d'attraire tous mes enfants ou je peux très bien aussi attraire des petits-enfants. Il n'y a vraiment pas de hiérarchie. Et on peut attraire que l'un des enfants. Donc, je vous laisse imaginer le conflit que ça peut susciter entre frères et sœurs. Du coup, la Cour de cassation, elle a indiqué que celui des enfants qui avait été assigné, qui avait peut-être payé au-delà de sa part contributive, il pouvait se retourner contre ses frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle un recours, une action récursoire, même ou contre la succession. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai trop payé, ça lui a le démontré. Mais c'est ça l'enjeu, c'est qu'on peut assigner simplement l'un de ses enfants. Et si jamais il n'y a qu'un seul enfant et que cet enfant, il ne peut pas du tout payer, comment ça se passe, Nathalie ? Mais là, c'est pareil, Pauline, c'est-à-dire que c'est vraiment non seulement en fonction des besoins, mais aussi en fonction des ressources. Si la personne n'a pas de ressources, on ne pourra pas la saisir, bien évidemment. En revanche, une personne, un enfant, peut quand même s'exonérer de son obligation alimentaire. Et là, c'est des textes qui sont vraiment à connaître, et ça a été connu en jurisprudence dans des affaires assez tristes, où un enfant ou un petit enfant peut expliquer qu'il peut être déchargé de l'obligation alimentaire devant le juge parce qu'il y a eu des manquements graves de ses parents. Par exemple, les parents qui ne se sont pas occupés de lui du tout pendant son enfance, voire l'ont battu, où il y a une disposition aussi du Code de l'aide sociale. Si l'enfant, jusqu'à 12 ans, a été retiré de son foyer pendant plus de 36 mois, d'affilée ou non, là encore, il peut être demandé à être déchargé de l'obligation alimentaire. On a parfois des tristes histoires, effectivement, qui fleurissent dans les tribunaux, où c'était une femme que sa mère tapait, maltraitait, auquel elle avait empêché de faire des études alors qu'elle aurait pu le faire. Donc, elle avait été obligée d'arrêter ses études, elle avait travaillé en usine. Et au moment où, en plus, cette pauvre jeune femme avait attrapé un cancer, sa mère l'attrait en obligation alimentaire. Et là, les juges avaient déchargé cette femme de son obligation alimentaire en disant qu'il y avait eu des manquements graves. Cela dit, il faut vraiment, c'est à l'appréciation déjà du juge, d'une part, et d'autre part, il faut vraiment que ce soit grave. C'est pas parce qu'on est brouillé ou de loin avec ses parents qu'il sera considéré qu'il s'agit d'un manquement grave. Thibault, comment ce financement peut-il prendre fin ? Il prend fin lorsque la personne n'est plus en état de besoin. Lorsque l'enfant n'est plus en état de besoin, lorsqu'il est détaché du foyer, lorsqu'il va trouver un emploi, lorsqu'il va avoir son premier salaire, dans ce cas-là, il n'y aura plus de raison qu'il bénéficie de cette aide familiale. Voilà. Et donc, plus largement, est-ce qu'il y a une quelconque obligation de soutien financier en ligne directe dans la famille Thibault Rouleau-du-Gage ? Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Effectivement, il y a une obligation entre alliés proches, donc beaux-parents, gendres, brus, par exemple. Mais il n'y a pas d'obligation, par exemple, entre frères et sœurs, il n'y a pas d'obligation entre neveux, entre oncles, neveux et nièces, etc. Il y a des obligations quand c'est fixé par la loi, voilà. Et les articles 203 et suivants du Code civil qui fixent toutes les situations. Quelle est la fiscalité, Thibault, pour le débiteur et pour le bénéficiaire ? Alors, là aussi, ça va dépendre de plusieurs choses. Dans la configuration parent-enfant, les pensions versées par le débiteur, par le parent, sont déductibles de ses revenus dès lors que l'enfant n'est pas rattaché. Parce que, évidemment, on ne peut pas à la fois avoir un enfant rattaché et bénéficier d'une pension. C'est l'un ou l'autre. Donc, dès lors que l'enfant mineur est détaché, donc concrètement, en cas de divorce ou de séparation, s'il est à charge de l'autre époux, dans ce cas-là, le débiteur va pouvoir déduire la pension de ses revenus imposables. Et il n'y a pas de limite, que ce soit la pension fixée par le juge ou que ce soit la pension définie par les parties.
Lorsque l'enfant est majeur, là pareil, il y a toujours ce distinguo, est-ce qu'il est rattaché ou non rattaché. S'il est détaché, le débiteur va aussi pouvoir déduire la pension, mais dans une certaine limite. Je crois, cette année, c'était 6 042 € et c'est révisé chaque année. Voilà. À hauteur de 6 042, déductible des revenus. Donc, l'économie, c'est classique, dépend de la tranche marginale dans laquelle se situe le débiteur de la pension. Donc voilà pour le côté débiteur. Alors évidemment, cette pension, si elle a été déduite d'un côté, elle va être imposable de l'autre, que ce soit le parent séparé qui le reçoive pour l'enfant mineur ou que ce soit l'enfant majeur qui le reçoive directement. La pension va être imposée chez lui. Alors, s'il est dans l'état de besoin, qu'il a peu ou pas de revenus, normalement, cette pension ne devrait pas être imposée, effectivement. Elle sera imposable, quoique non imposée, quoi. Merci beaucoup Thibault Rouleau-Dugage, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital, et Nathalie Couzigoussias, notaire à Paris. Merci à Com, à Raphaël et à Thibault de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.